Médias du Sud, bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les titres. Ce 11 juillet est célébrée la Journée mondiale de la population. Cette journée, instaurée en 1989, vise à attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. L'édition de 2018 est placée sous le thème de la planification familiale et droits de l'homme. Et puis sauver la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor de l'emprise des eaux de pluie et la préoccupation des autorités de l'Église. L'état de dégradation trop avancé de la toiture de ce patrimoine religieux mondial est inquiétante, d'où les multiples appels au secours lancés pour la rénovation de l'Église restée encore vains. La page internationale et l'actualité sportive, la rubrique santé de Rokhaya, comme tous les mercredis, mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Je le disais en titre, la planification familiale fait partie des droits de l'homme. C'est le thème choisi cette année pour commémorer la Journée mondiale de la population célébrée annuellement le 11 juillet. Cette journée, instaurée en 1989, a comme objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Une occasion pour les populations de Ziguinchor de partager leur vision sur la planification familiale. Suivons ce reportage. Instaurée en 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, la Journée mondiale de la population a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Aujourd'hui, le thème choisi pour commémorer cette journée et la planification familiale fait partie des droits de l'homme. Une occasion pour les populations de Ziguinchor de s'exprimer sur la pertinence du planning familial. Je trouve que la planification familiale est une très bonne chose. Elle permet d'espacer les naissances. Sauf qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes filles le font, ce qui est anormal à mon avis, car je pense que la planification familiale est réservée aux femmes mariées. Mais bañ ko légaliser ba légui Depuis que les femmes ont commencé à pratiquer le planning familial, il y a de moins en moins des cas de mortalité maternelle ou d'infanticide, ce qui prouve que la planification a un aspect positif dans la société. Parce que c'est un bëri jigen bi lor du lor góor bi. Planification bi pour man lu baax la parce que day sorel njur bi. La planification familiale est vraiment une bonne chose. Elle doit être un droit pour les femmes afin qu'elles puissent espacer les naissances et prendre soin d'elles. Gis naa ni njëriñ la ci aksan bi daal parce que bu mu amee ba léegi lu bare wàññeeku na. Baax na trop dañuy arranger ñu jigéen ñi te daf ñuy aar daal ci wérgu yaram bi surtout te di nga mën a toppatoo say doom toppatoo sa kër. La planification familiale est devenue une obligation en matière des droits de l'homme de tous les pays, gouvernements et décideurs politiques lors de la conférence internationale sur les droits de l'homme de 1968. Le congrès convoqué par le village de Fangot dans le département de Ziguinchor pour la réintégration de ces populations déplacées et réfugiées à cause du conflit en Casamance a fini de charmer la grande muette. Le lieutenant Mohamedou Ndaw, le chef de poste de Soukouta, d'inviter les villages environnants à s'inspirer de cette initiative, non sans encourager les populations à jouer leur partition pour la consolidation de la paix. Écoutons sa réaction au micro de Cheikh Tidiane Cissé et Daouda Samb. À la lecture de l'annonce que m'avait remise M. Poli, il était inscrit qu'il existait plusieurs infrastructures à Fangot. Mais avec un grand regret, beaucoup de ces infrastructures ont disparu aujourd'hui à cause de la guerre. Cette guerre aussi a causé le déplacement de plusieurs populations. Et comme vous le savez très bien, sans la paix, on peut espérer un développement.
sans cette jeunesse, sans cette population, donc on ne peut pas espérer le développement d'une quelconque localité. Et pour arriver à cette paix, là je vous dis que nous ne sommes pas les seuls acteurs. Je veux dire, ce n'est pas uniquement les armes qui peuvent imposer, rétablir la paix, qui peuvent imposer la paix. Là, je veux dire, sans vous la population, nous pouvons donc arriver à notre mission qui est de sécuriser donc, les personnes et les biens. Donc nous comptons sur vous et nous pensons que nous allons œuvrer ensemble pour le rétablissement de la paix, aussi bien à Fangor que dans toute la Casamance. Et j'invite aussi tous les villages environnants à s'inspirer de ce congrès. Parlons éducation à présent. Non fonctionnelle depuis plus d'une décennie, l'école privée catholique La Sorbonne de Bignona va enfin ouvrir ses portes aux jeunes apprenants. Cela a été rendu possible grâce à des volontaires espagnols de la coopération internationale qui l'ont réhabilité à la demande de la paroisse Sainte Trinité de Kadiamor. Un compte rendu signé Lamine Badiane. Fermée depuis plus d'une décennie, l'école privée La Sorbonne de Bignona a été réhabilitée grâce à des Espagnols qui ont eu connaissance du projet auprès de la paroisse Sainte Trinité de Kadiamor qui gère cet établissement du privé catholique considéré comme un prolongement de la formation des plus jeunes. L'éducation a une place prépondérante au niveau de notre paroisse. Pour la bonne et simple raison que dans le cadre de l'éducation même, vous savez, en matière de religion chez nous, le catéchisme est une activité religieuse qui permet à l'enfant d'abord de se connaître, de connaître sa religion, mais aussi de connaître les autres. Ces mêmes enseignements qu'on a au niveau du catéchisme se reflètent dans l'éducation des enfants et par voie de conséquence sur l'instruction qu'ils reçoivent au niveau des différents établissements. Les volontaires espagnols de la coopération internationale ne regrettent pas d'avoir participé à ce projet. Que les enfants peuvent avoir une éducation efficace. L'objectif c'est continuer. On va faire ça dans le prochain école qu'on va faire, c'est à Gambie. Mais au Sénégal, on a des projets. C'est évidemment qu'on va continuer. Ça sort du cœur. Il n'y a rien de spécial. On fait ça parce qu'on aime aider les gens, surtout l'Afrique. Maintenant que l'école est remise presque à neuf, les responsables de la paroisse pensent déjà à sa survie en comptant sur l'engagement des populations. Une école qui a été fermée pendant plus d'une décennie et qui trouve des gens, n'est-ce pas, pour la restaurer, la réfectionner, et qui redevient un joyau. Je pense qu'il appartient aux populations maintenant d'en faire un bon usage. Si tout se passe comme prévu, les cours devraient démarrer dès octobre prochain et ne concerneront que le cycle élémentaire. Il faut cependant noter l'engagement et la contribution du conseil départemental de Bignona et son président dans la réalisation de ce projet. Autre actualité dans cette édition, suivre dans la tranquillité la messe au niveau de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor devient de plus en plus difficile pour les fidèles chrétiens en cette période d'hivernage. L'état de dégradation trop avancé de la toiture de ce lieu de culte souvent envahi par les eaux de pluie inquiète plus d'un qui alors pour sauver ce patrimoine de la chrétienté, cette question est de plus en plus agité par les responsables de l'église. C'est un reportage signé Cheikh Tidiane Cissé. Troisième église de la Casamance, après celle de Carabane et Sédiou, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor est aujourd'hui menacée vu l'état de dégradation de sa toiture. Une situation qui a fini d'inquiéter les guides religieux de ce temple de la chrétienté. Il y a 5 mois déjà à Carabane, l'évêque de Ziguinchor, mettant à profit la présence de plusieurs autorités étatiques à la messe de réception de l'église de Carabane rénovée, a lancé un cri de cœur pour le sauvetage de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor en ces mots. Après Carabane, on va passer le témoin à Ziguinchor.
Vous savez que la cathédrale coule de toutes parts. Et c'est le cœur de notre diocèse. Alors, n'oublions pas. Séance tenante, Pierre Goudiaby Atepa, architecte et président du collectif des cadres casamançais, se sentant interpellé, a tenu à rassurer l'évêque. Monseigneur, je m'engage personnellement à vous accompagner pour faire la cathédrale de Ziguinchor, tout comme j'ai promis à l'imam Fansou Bodian de lui faire la grande mosquée de Bignona. Nous ferons les deux, s'il plaît à Dieu. Merci. 5 mois après, voilà que l'hivernage s'est installé dans le sud du pays et la communauté chrétienne se désole encore de l'absence d'action concrète pour sauver leur église. La paroisse cathédrale souffre de ce mal il y a des années. Chaque fois que l'hivernage arrive, c'est vraiment des difficultés. On a du mal à dormir parce qu'on sait que toutefois qu'il pleut, cette église suinte de partout. C'est un patrimoine national mondial qui est sous les mains de l'État et de l'UNESCO. Et la réflexion de cette église, franchement, ne relève pas de l'église locale. Il nous a été dit qu'il revenait à l'État de s'en occuper. Et l'État a fait ses promesses. Il nous a promis qu'après l'église de Carabane qui vient d'être réfectionnée, le dossier va se pencher vers celui de la cathédrale. Et voilà que nous sommes encore en hivernage, rien de clair et de précis ne nous a été dit. Et nous attendons toujours que ceux qui doivent faire le travail puissent vraiment le faire pour sauver cet édifice, ce lieu de culte, qui vraiment, quand nous y célébrons une messe comme celle d'aujourd'hui et qu'il pleuve, ça fait mal, c'est difficile de voir les gens se lever, se déplacer pour éviter d'être mouillés. Nous lançons un appel pour que les autorités vraiment, de grâce, qu'ils puissent réagir et sauver cet édifice. Espérons que cet énième appel pour la réhabilitation de cette église historique de Casamance soit entendu par qui de droit pour la préservation du patrimoine historique et culturel de la Casamance. Le reportage du jour s'intéresse au démarrage de l'hivernage dans le sud du pays, lequel plonge certains acteurs économiques dans le désarroi. C'est le cas des tabliers qui jonchent les rues de Ziguinchor où ils exposent leurs marchandises. Le reportage est signé Maïmounaba et Paul Manga. La friperie, un secteur très répandu à Ziguinchor, cette activité qui ne laisse pas le choix à certains vendeurs d'étaler leurs produits en plein air, ne marche pas à tous les coups pendant cet hivernage. Des chiffres d'affaires à la baisse du fait de la rareté des clients. Une situation qui handicape ce secteur, nous confie ce vendeur. Dès que la pluie commence, on est obligé de refermer nos bagages là. Pratiquement l'hivernage, on ne travaille pas. Parce que cause pour laquelle je suis venu tôt pour pouvoir vendre. Mais dès qu'il est d'habitude à Ziguinchor, à partir de 15h, il commence à pleuvoir. Cause pour laquelle je suis venu tôt pour pouvoir vendre quelque chose. Je peux te dire que le boulot s'arrête à partir de 14h ou bien 15h comme ça. Parce que dès qu'il est 14h, il commence à pleuvoir. Pendant l'hivernage, on a peu de clients. Le boulot, c'est durant les grandes, l'année scolaire seulement que ça marche. Mais l'hivernage, non, il n'y a pas assez de clients. Si pour certains, le vent et la pluie handicapent leur gagne-pain du fait de leur exposition, pour d'autres qui ont un toit solide, leur principale préoccupation, c'est l'inondation. On rencontre d'énormes difficultés ici. Parce que la pluie, s'il pleut, l'eau entre. On n'a pas assez de moyens pour faire ici. Les places, tu vas à la mairie, tu demandes de la place. Non, on n'a pas encore l'autorisation. Un véritable casse-tête pour les vendeurs de la friperie. Reste un secteur souvent paralysé pendant l'hivernage à Ziguinchor. Nous passons à présent à la rubrique santé de Rokhaya, comme tous les mercredis. Mercredi 11 juillet 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Le président de la République poursuit la mise en œuvre des engagements pris pour l'amélioration des conditions d'études des pensionnaires des différentes universités du Sénégal. L'université Assane Seck de Ziguinchor a vu son centre médico-social recevoir une ambulance médicalisée, un acte magnifié par l'administration de ce temple du savoir, suivant les réactions de Mamadou Djombera et Kourfia Keba Diawara, respectivement directeur du CROUS et recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, au micro de Cheikh Tidiane Cissé.
Cette ambulance vient à point nommé pour améliorer les conditions de vie, mais surtout améliorer le transfert des étudiants vers les différentes structures sanitaires de la région et également les transferts vers les autres structures sanitaires du pays. Cette ambulance-là que vous avez est le premier geste qui a été accompli par son Excellence le Président Macky Sall, auxquels s'ajouteront d'autres gestes comme la construction de 1000 lits, l'effectivité de la réduction des prix du ticket du restaurant, qui est déjà effective depuis le 1er juillet, la construction d'un centre médico-social moderne de dernière génération également, mais aussi la construction du CEDICUS de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Donc toutes ces promesses tenues ont été quasiment réalisées ou encore sont en cours d'être réalisées. Le service à la communauté ne faisait pas partie des obligations des universités. Aujourd'hui, c'est une obligation, ce n'est pas une faveur. Donc cette ambulance que Monsieur le Président de la République a eu à mettre à la disposition du Centre régional des œuvres universitaires et sociales est un bien commun. Est un bien commun au service de ceux qui en ont besoin, au service des demandeurs. Donc soyons rassurés que c'est à nous de l'entretenir, c'est à nous d'en faire bon usage. Nous disons à Monsieur le directeur du CROUS, le collègue Diombera, soyez rassurés de l'accompagnement du conseil d'administration pour que les choses soient telles qu'elles sont souhaitées et telles qu'elles devraient être. Le conseil d'administration est là pour cela et nous veillerons à cela. Nous remercions tout le monde, mais surtout rassurons que les vœux, nous sommes le prolongement des vœux du président de la République. Donc nous veillerons à ce que tout se passe dans les règles de l'art et au bénéfice de la communauté, au bénéfice de toute la communauté, j'allais dire. Pour lutter contre l'anémie chez les jeunes filles élèves, la division du contrôle médical social a remis aux inspections une importante quantité de fer acide folique destiné aux écoles. L'IEF de Bignona 2 a procédé vendredi à la distribution de ces comprimés en présence des chefs d'établissement et des membres de la communauté. Cette cérémonie visait à remettre symboliquement au CGE, au directeur d'école, un lot de fer acide folique. Nous avons constaté que les adolescentes qui sont dans nos écoles souffrent beaucoup d'anémie qui cause beaucoup de problèmes tels que la paresse, la mollesse, des maux de tête, et ceci impacte négativement sur les performances des élèves. Nous saluons l'option de la DCMS de doter les écoles en fer acide folique pour prévenir l'ensemble de ces problèmes qui arrivent aux adolescentes dans nos écoles. Nous avons tenu une cérémonie pour encore sensibiliser les parents, pour sensibiliser les directeurs d'école, pour leur dire combien est importante cette politique prônée par le ministère de l'Éducation nationale pour que correctement la supplémentation puisse être faite, soit dans les écoles et par rapport au contexte même à la maison. La communauté a très bien accueilli cette supplémentation en fer acide folique et nous avons eu à donner toutes les consignes nécessaires, toutes les explications et ils ont bien compris le sens de cette politique-là. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. L'actualité internationale présentée en bref et en images. Pour l'Union européenne, la normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée est un pas important vers la paix et la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique et même dans tout le continent. Un point de vue partagé par l'Union européenne également. C'est ce qu'on pourrait appeler la marche inexorable vers une paix durable. Ce n'est donc pas pour des prunes que l'Éthiopie et l'Érythrée sont ces derniers temps en vedette aussi bien dans les médias qu'au sein de l'institution ou puissance étrangère.
Au Nigeria, soupçonnés de complicité avec Boko Haram, 180 enfants ont été libérés, a annoncé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. C'est à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, au nord-est du pays, que ces derniers ont été libérés après avoir été lavés des soupçons qui pesaient sur leurs liens soupçonnés avec les djihadistes. Le transfert des enfants est conforme aux lois et aux normes internationales conformément au statut spécial des besoins des enfants ainsi qu'à leurs droits. Cela a été confirmé par l'armée nigériane. Aux États-Unis, le sommet de l'OTAN s'ouvre ce mercredi à Bruxelles dans un climat tendu alors que le président Donald Trump s'en prend de front à ses alliés européens sur l'insuffisance de leur contribution de défense. Ceux-ci se montrent de plus en plus agacés. Il dépendra de l'humeur de Donald Trump, invité par les Européens à mieux considérer ses alliés. La page des sports à présent au lendemain de la qualification de la France à la Coupe du Monde. Merci et bienvenue dans cette page sport que nous entamons par l'Afro-Basket. Les Lionceaux du Sénégal ont remporté la manche allée des éliminatoires de l'Afro-Basket des moins de 18 ans face à la Guinée-Conakry. Score final sans appel 70-44 pour le Sénégal qui va tenter de confirmer lors du match retour jeudi à 17 h au Stadium Marius Ndiaye afin de décrocher la seule place qualificative à l'Afro-Basket pour la zone 2. Coupe du Monde. Les ciels s'élargissent. La France, en quête d'une seconde étoile, s'est qualifiée pour la finale du Mondial 2018 au terme d'une demi-finale à suspense contre la Belgique 1-0 mardi à Saint-Pétersbourg. Il reste une victoire aux Bleus pour s'élever une nouvelle fois sur le toit de la planète après 1998, dimanche à Moscou. Ils partiront favoris contre l'Angleterre ou la Croatie qui s'affrontent ce mercredi. La comparaison entre la jeune génération de Paul Pogba et celle des glorieux aînés tient toujours. Il y a 20 ans contre la Croatie, Lilian Thuram avait inscrit un doublé venu de nulle part pour envoyer les siens en finale. En 2018, c'est encore un défenseur tout autant inattendu qui a libéré son pays. Samuel Umtiti a placé sa tête sur un corner d'Antoine Griezmann, 51e minute, pour tromper Thibaut Courtois, le gardien qui avait dégoûté le Brésil au tour précédent. 2-1. Alors que son collègue de charnière central Raphaël Varane lui avait volé la lumière contre l'Uruguay en quart. 2-0. Le défenseur central de FC Barcelone, jusque-là en retrait et moqué pour avoir provoqué un penalty contre l'Australie en poule, a pris une éclatante revanche à l'image de son équipe qui a encore prouvé son caractère. Si les dribbles de Kylian Mbappé ou le charisme de Pogba captent les attentions, ce succès porte le sceau de la solidarité défensive française, du travail de l'ombre de N'Golo Kanté ou de Blaise Matuidi. Car la Belgique, avec ses géniaux, Eden Hazard et Kevin, lui ont posé bien des problèmes. Longtemps, le petit pays a rêvé de sa première finale mondiale dans une rencontre qui a ressemblé à une guerre de nerfs plutôt qu'à une chaleureuse fête de voisins. 2 heures après la fin du match, les Champs-Élysées, fermés de la circulation en début de soirée, ont été pris d'assaut par plusieurs centaines de milliers de personnes. Les images de cette foule, compacte, rassemblée sur la plus célèbre avenue du monde et chantant la Marseillaise, rappellent la communion de 1998 qui a vu les Bleus de Zidane gagner la Coupe du Monde. Sacre déjà célébré sur les champs. Faisons un tour des quotidiens parus ce 11 juillet 2018 avec Moussou Djedjou. Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 11 juillet 2018. Le refus de la justice de Monaco de procéder à la confiscation des biens de Karim Wade, comme le souhaitait l'État du Sénégal, et le procès en appel de Khalifa Sall sont les principaux sujets à la une des quotidiens reçus mercredi. Le quotidien Enquête souligne aussi que le tribunal correctionnel de Monaco a rejeté la requête de l'État relative à la confiscation des biens de Karim Wade. La publication fait état de décisions des juridictions internationales contre l'État et titre « Revers en série ». De la CEDEAO aux Nations Unies, en passant par Paris, Monaco, Luxembourg, l'État du Sénégal n'en finit pas de cumuler le revers. Malgré sa pléthore de conseils payés à coups de millions, il ne remporte que des victoires faciles auprès des juridictions nationales dont l'indépendance est sérieusement contestée, écrit Enquête. Le Témoin aussi parle de nouveaux revers judiciaires de l'État après l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui a estimé que le maire de Dakar, condamné en première instance pour escroquerie dans l'affaire de la caisse d'avance de sa mairie, n'a pu eu droit au procès équitable. Pour le quotidien, Karim Wade, son titre à bon compte.
Dans le tract des biens mal acquis, Macky Sall perd la bataille de Monaco. Selon Walfadjri qui note que l'État du Sénégal a été débouté de ses prétentions sur les avoirs bancaires de Karim Wade. Le Soleil explique pourquoi l'État peine à saisir ses biens. Dans un document qui s'est procuré le journal, il est écrit « La mise en œuvre effective de ces confiscations se heurte à certains obstacles, surtout soumise à des éléments et des événements extérieurs à tout débat d'ordre strictement juridique ». De même, écrit le journal, le procureur général adjoint de Monaco a conclu au rejet de la demande de l'État au motif de l'absence de double incrimination. Pour lui, l'inexistence en droit monégasque de l'infraction d'enrichissement illicite empêche de faire droit à la demande de confiscation. S'intéressant au procès en appel de Khalifa Sall, la Tribune note qu'en début du rejet de toute leur enquête, les conseils de l'édile de la capitale ne décolèrent pas. Ils continuent d'exiger urbi et orbi la libération du député maire de Dakar. Selon enquête, les avocats de Khalifa Sall plaident le renvoi de cette affaire en attendant la production de l'arrêt intégral de la Cour de justice de la CEDEAO. Dans cette décision, les juges communautaires ont estimé que M. Sall n'a plus eu droit à un procès équitable en première instance. Selon Sud Quotidien aussi, la Cour d'appel déboute la défense. L'Observateur évoque l'audience des incidents, signalant que ce procès en appel est jusqu'ici marqué par les huées, les échanges houleux, la mise en garde et menaces voilées. Selon Vox Populi, le juge Demba Kandji, président de la Cour d'appel, est dépassé par les débats face à des robes noires qui se déchirent à la barre. C'est tout pour la revue de presse. Merci et bonne lecture à tous. C'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité également. Au revoir.